Bonsoir à tous. Je remercie vivement tous les membres du bureau de l'AOPA pour leur amitié et leur sympathique invitation. Donc aujourd'hui, je vais évoquer une nouvelle technique d'imagerie qu'on appelle l'OCT en face de la cornée et évoquer les nouvelles perspectives qu'elle nous offre. Donc voici mes conflits d'intérêt. Donc je suis notamment consultant pour Optoview. L'OCT du segment antérieur a considérablement évolué ces dernières années, avec une augmentation de la résolution axiale atteignant jusqu'à 3 microns et nous permettant d'identifier de manière relativement aisée les différentes tuniques cornéennes, associées à l'épaisseur globale et également à des cartographies de l'épithélium cornéen pouvant aller jusqu'à 10 mm. L'OCT en face ou C-scan est une imagerie en 3D de la cornée. Donc là, on va avoir une visualisation qui sera à plat et donc on va réaliser une analyse cubique. J'évoque cette nouvelle technique d'imagerie car sa résolution a considérablement augmenté, notamment ici sur le Solix. Comme on arrive à avoir une vitesse d'acquisition qui est beaucoup plus rapide, on peut multiplier le nombre de B-scans, passant respectivement sur les anciennes générations à 100 B-scans à désormais 256 B-scans comportant chacun 512 A-scans. On va avoir des scans variant de 2 mm à 8 mm avec un temps d'acquisition de 2,4 secondes et on va pouvoir se déplacer dans la cornée avec, à différentes profondeurs avec des slabs de différentes épaisseurs. On va pouvoir analyser des structures comme les palissades de Vogt, hein, qui sont les réservoirs des cellules souches limbiques, et on va pouvoir apprécier leur distribution avant une éventuelle chirurgie ou dans d'autres troubles de la surface oculaire. Donc, on va évoquer les applications que va pouvoir nous offrir le CT en face, notamment en matière de surface oculaire. Désormais, on va pouvoir analyser également la topographie du film lacrymal en OCT en face. C'est une patiente qui a bénéficié d'une chirurgie réfractive par LASIK il y a 10 ans. Et regardez ici, on voit les zones où le film lacrymal est manquant ou aminci, et on voit que l'aspect est beaucoup plus prononcé du côté droit, et on va pouvoir associer ces éléments à la cartographie épithéliale, où on voit que l'amincissement de l'épithélium cornéen est beaucoup plus important du côté droit par rapport au côté gauche, témoignant d'une surface oculaire plus affectée de cet œil. On va pouvoir se déplacer au niveau des différentes profondeurs et pouvoir visualiser la découpe du LASIK. On voit bien ici la charnière supérieure sur les deux yeux, mais regardez, on arrive désormais à visualiser également des structures qui semblent être les nerfs cornéens. Les nerfs cornéens en OCT de haute résolution, c'est plutôt hyper effectif, mais probablement que par ombrage, on arrive à obtenir des projections et visualiser ces structures en OCT en face. Et regardez de manière dynamique comment ça se passe. On va pouvoir se promener dans les différentes profondeurs en fonction de l'épaisseur du slab choisi et jusqu'à du stroma jusqu'à l'endothélio des SMET. Il y a quelque temps, on a montré qu'en OCT de haute résolution, on était désormais capable d'imager la composante lipidique du film lacrymal, pondérant la sécheresse oculaire par hyper-évaporation. Et désormais, avec nos derniers OCT, on va pouvoir également essayer d'obtenir des images presque comparable du contenu lipidique du film lacrymal. Et regardez ici ce que l'on arrive à obtenir. On voit bien la composante lipidique du film lacrymal relativement instable. Et ici, je remercie mon père qui m'accompagne souvent dans mes petites expériences le dimanche, et notamment à la découverte de cette imagerie. Donc, l'OCT en face va s'associer aux différentes modalités de l'OCT pour pouvoir manager et monitorer la sécheresse oculaire, la pachymétrie totale, l'épaisseur épithéliale, la mesure du ménisque de l'arme et également la mémographie qui est disponible également sur certains appareillages OCT comme le Solix. Et on voit bien ici que le dysfonctionnement mémobien est légèrement plus important du côté droit, là où on voit que la composante du
du film lipidique est beaucoup plus instable par rapport au côté gauche. Et on va pouvoir offrir des corrélations également avec l'épimapping où l'épithélium cornéen est beaucoup plus aminci en supérieur. Et ici, pareil, en dynamique, on va pouvoir observer la topographie de ce film lacrymal en OCT en face et cette composante lipidique beaucoup plus instable par rapport au côté gauche où la composante lipidique sera plus uniforme. On s'est posé la question de sa capacité à pouvoir analyser la rémanence des collyres. On sait que quand on met une goutte dans l'œil d'un patient, d'un agent mouillant, ici c'était du Vismed pour ne pas le citer, vous voyez, on a une augmentation du film lacrymal ici en B-scan. Et donc, j'ai essayé d'analyser en fonction de différents moments la rémanence de ce collyre. Et regardez ici, chez cette patiente qui présentait une sécheresse oculaire modérée. On instille l'agent mouillant et vous voyez, on observe une augmentation de l'épaisseur épithéliale avec la composante lipidique dans le film lacrymal et on va pouvoir observer cette réorganisation de la composante lipidique avec le réamincissement de l'épithélium cornéen qui semble malgré tout être meilleur qu'en initial à 13h13. Et donc, on s'imagine bien que dans les futures études cliniques, ce genre d'outils pourrait intervenir pour analyser le rémanence des différents colis. On sait que dans la sécheresse oculaire, on a souvent des kératites ponctuées superficielles en inférieur, proche du limbe. Et regardez en OCT en face, on voit que le film lacrymal semble se rompre dans cette zone où on a les KPS. Et on sait que quand on a des kératites ponctuées superficielles, on a un amincissement de l'épithélium au regard. Et là, ici, on va pouvoir visualiser en dynamique la visualisation de cette rupture du film lacrymal dans cette zone-là. On voit bien même les palissades de Vogt ici. On peut analyser également les différents plis de conjonctivo-calasis. Ici, j'ai un patient qui présentait un scléral chaud plus important du côté droit par rapport au côté gauche. On sait que l'incidence de ces conjonctivo-calasis et des sclérales chauds avec la tendance au clignement incomplet sont un élément favorisant la sécheresse oculaire et on sait que les plis de conjonctivo-calasis, plus ils sont importants, plus ils sont associés à des risques de sécheresse oculaire car parfois ils vont avoir tendance à combler la zone du ménisque de l'arme. Et ici, on voit bien les images en coupe et les plis très caractéristiques de ce conjonctivo-calasis. Donc l'OCT, on l'a montré, peut s'associer avec différents paramètres pour analyser la sécheresse oculaire, et notamment ici chez ce patient qui présentait des antécédents de chirurgie réfractive avec un scléral chaud et une tendance à des clignements incomplets. Après soin des paupières, on observe ici, vous voyez, le mébum stagnant, et c'est la première fois qu'on visualise en OCT le mébum, et regardez, le mébum s'est éclairci, et le fait qu'il soit stagnant démontre bien la tendance au clignement incomplet chez ce patient. Par opposition, vous voyez, au mébum pâteux, et donc on va avoir la correspondance également ici en mébographie. On voit ici une dilatation des pores de la marge palpébrale. L'OCT en face va nous apporter des applications en chirurgie réfractive cornéenne, donc notamment dans le dépistage du kératocone, on connaît l'intérêt des cartographies épithéliales, on observe un amincissement de l'épithélium cornéen au regard du cône associé à un donut d'hyperplasie épithéliale tel que l'avait décrit Dan Reinstein dans les premières publications avec l'Artémis, et regardez la corrélation avec la topographie cornéenne. Mon OCT en face, on va obtenir des zones d'ombrage au niveau du cône. Et tout cela va nous offrir aussi des perspectives dans le futur, notamment avec le deep learning. On a montré que des analyses cubiques et des analyses topographiques de l'épithélium cornéen et de la membrane de Bowman et de la membrane basale, on va pouvoir détecter le kératocone avec une sensibilité de l'ordre de 99%, et donc ce qui nous permettra d'avoir des éléments qui seront moins opérateurs dépendants. On va pouvoir analyser la conséquence de la chirurgie du kératocone. Ici, vous voyez la mise en place d'anneaux intracornéens. On voit bien l'entrée du tunnel ici. Cette hyper-effectivité autour de les anneaux
très caractéristiques. Et on sait que l'épithélium cornéen réagit, comme dans la kératotomie radiaire, avec des modifications de courbure. Et dans les anneaux intracornéens, on observe souvent des hyperplasies en rapport avec les modifications de courbure induites par ces anneaux intracornéens. Et ici, une imagerie en 3 dimensions. Dans les conséquences post-lasiques, on va pouvoir analyser les plis du capot qui sont souvent responsables de halos bien décrits par les patients et qui sont des halos qui sont plutôt perpendiculaires par rapport à ces plis du capot. Et ici, vous voyez un dessin qui avait été reproduit par une patiente qui décrivait très bien cette espèce d'effet Bagolini induit par les plis du capot. On va pouvoir analyser les conséquences de la chirurgie réfractive, notamment lors des complications. Ici, c'est une chirurgie réfractive par SMILE. On voit bien le site de découpe intracornéenne, le site de l'incision pour pouvoir enlever le lenticule. Et de l'autre côté, il y a eu un problème de succion lors de la chirurgie. Et on voit un reliquat de lambeaux juste ici. Et l'OCT en face va nous permettre véritablement de mieux visualiser ce qui se passe dans la cornée avec cette visualisation à plat et on va pouvoir faire des corrélations ici avec une zone d'hyperplasie épithéliale en regard de ce lambeau que l'on va pouvoir corréler avec l'imagerie en B-scan conventionnelle. Ici, une complication de l'ASIC chez ce patient qui avait bénéficié il y a plus de 10 ans d'une chirurgie réfractive dans son pays d'origine et qui a bénéficié il y a 1 an d'une reprise pour un presby LASIK avec comme conséquence des complications d'invasion épithéliale. Et donc, il y a eu un nettoyage du volet à plusieurs reprises. Et regardez ici en OCT en face, on voit bien la première découpe, la deuxième découpe, les plis du capot, l'invasion épithéliale. Et ici, on voit la porte d'entrée de cette invasion épithéliale, qui est le plan de clivage entre ces deux coupes. Et ici, l'OCT en B-scan correspondant. Et donc, l'OCT en face va nous offrir une meilleure lecture de ces complications. L'OCT en face va être un outil intéressant également de dépistage, car ici, regardez, dans cette dystrophie de Kogan, on voit de manière aisée tous les plis de la membrane basale. Et par opposition à la microscopie confocale, l'OCT en face va nous offrir un champ beaucoup plus large d'investigation. Mais regardez la résolution et tous ces plis dentelés de la membrane basale, c'est tout juste splendide. Et ici, parfois, des Kogan débutants, où on va pouvoir associer ces zones de modification de la basale avec des hyperplasies de l'épithélium cornéen. On va pouvoir analyser aussi d'autres lésions, comme ici une lésion dendritique, qui va montrer 2 niveaux de fluorescence au test à la fluorescéine. Et on voit bien ici une fluorescence majorée. Et en OCT en face, on voit bien toute la lésion, avec 2 ponctuations hypereffectives dans la zone où la fluorescence était plus majorée. On va pouvoir corréler ça avec des zones d'érosion de l'épithélium cornéen en regard. L'OCT en face va nous permettre également d'obtenir toute une surface sur l'analyse des lésions, notamment des cicatrices d'herpès cornéen, comme de ce cas précis. On va pouvoir mesurer la profondeur, mais on va également avoir une notion sur l'étendue de la surface de ces lésions. Dans notre cas également, on va pouvoir monitorer les différentes lésions. Ici, c'est une conjonctivite à adénovirus qui donne des lésions très caractéristiques d'opacité intéressant le stroma antérieur de manière relativement multiple. On va pouvoir corréler ça, l'OCT en face, avec le B-scan et on voit ces petites lésions très caractéristiques. On sait qu'elles sont de résorption relativement longue. Et donc, regardez ici, on va pouvoir monitorer. C'est cette patiente en janvier 2021. On voit une quasi-résorption de ces lésions. Et donc, ça va pouvoir également nous donner une réponse, si vous voulez, de ces lésions au traitement institué par son praticien. L'OCT en face va nous permettre également d'analyser l'endothéliodesmète. Ici, c'était une cornea guttata avec un OCT en face d'ancienne génération. On voit bien des ponctuations hyper réflectives, que l'on voit bien également sur les clichés en B-scan. Et regardez en 3D, on voit bien cette goutte desmétique avec cette desmète à nu, presque, on croirait des clichés histologiques. Et maintenant, avec les OCT en face de meilleure résolution, regardez la visualisation des gouttes desmétiques de manière relativement plus précise. Je suis en train de travailler sur des nouveaux patterns pour essayer d'augmenter également la résolution de cette OCT en face pour obtenir encore plus d'informations à l'avenir. Dans les greffes, dans les transfixiantes, on va pouvoir analyser
la cicatrisation des anneaux limitants et on voit également très, très bien les cicatrices ici, des, sutures et on va pouvoir également analyser, l'évolution de ces kératoplasties transfixiantes au cours de la première année, de, la chirurgie. L'OCT en face, c'est également, une évolution, de l'OCT-angiographie. L'OCT-angiographie va nous permettre de voir une résolution assez précise du réseau vasculaire conjonctival, irien, également de certaines lésions, mais également voir les néovaisseaux, cornéens. L'OCT-angiographie, je rappelle le principe, c'est une différence de contraste entre, 2, B-scans, de même localisation et donc ça va quantifier un changement. C'est pas que le déplacement des érythrocytes, dans la colonne, vasculaire et regardez ici, on voit bien le réseau conjonctival dans cette lésion de type, ptérygion qui est peu, vascularisée. Ici, dans une conjonctivite, on voit bien une augmentation de la densité, vasculaire signant bien le caractère inflammatoire versus une conjonctive normale avec une veine épisclérale. Et surtout dans les néovaisseaux, on voit que la densité vasculaire que l'on observe dans les néovaisseaux est beaucoup plus importante à ce que l'on voit au biomicroscope. Ici, dans cette greffe de cornée, c'est également le cas. Ici, dans cette kératite amibienne, on voit bien une néovaisseau lapafante, mais à l'OCT-angiographie, la densité est beaucoup plus importantes. Et ici, regardez cette kératite interstitielle, on voit une opacité stromale postérieure. Et là, l'OCT-angiographie nous a permis de mettre en évidence la présence de néovaisseaux euh, dans les couches profondes au niveau de l'endothélio-desmète. Et regardez ici, vous avez l'OCTA superposé sur le BSCAN, témoin d'un flux vasculaire au niveau de la région endothélio-desmétique. Donc, finalement, pourquoi on voit plus de vaisseaux? On sait que la lymphangiogenèse joue un rôle important dans les troubles de la surface oculaire infectieux, inflammatoires et dans les rejets de greffe. Et l'utilisation récente de l'ICG pour pouvoir identifier les néovaisseaux cornéens a permis également d'identifier les vaisseaux lymphatiques. Et on sait que la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques génère du mouvement qui va pouvoir être détecté en OCT-angiographie. Et l'hypothèse serait que l'OCTA ne détecte pas que les néovaisseaux, mais également les vaisseaux éboueurs dits lymphatiques. Et là, regardez une autre image pour vous montrer que ça ne détecte pas que du flux. On va pouvoir également détecter le flux d'humeur aqueuse. Et voyez ici le signal au niveau du canal de Schlem et la dichotomie vasculaire la dichotomie pardon, du canal de Schlem très caractéristique. Et on voit ici le flux d'humeur aqueuse générant un signal en OCTA. C'est pour ça que j'insistais bien sur cette définition qui doit être beaucoup plus basique de l'OCT en géographie. Donc en conclusion, l'OCT en face est un biomarqueur additionnel indissociable du BSCAN conventionnel, apportant des informations complémentaires dans l'analyse globale de l'OCT cornéen, avec une surface plus large que la microscopie confocale. L'OCT en face va nous aider à mieux comprendre certaines complications en chirurgie réfractive et va constituer un outil intéressant dans le dépistage et le suivi de certaines lésions cornéennes pour guider le traitement. L'OCT en face aura probablement un rôle à jouer dans un avenir très proche dans les études cliniques pour analyser la rémanence des collyres. Et l'OCTA du segment antérieur nous permet des applications cliniques pertinentes, mais nécessite une acquisition qui soit adaptée avec un tracking performant pour s'affranchir des micro-saccades qui sont beaucoup plus développées au niveau du segment antérieur. Et je vous remercie pour votre attention en finissant sur une belle photo de la ville de Lyon avec sa cathédrale mythique, la cathédrale de Fourvière. En vous remerciant.